La grande réinitialisation promue par Klaus Schwab est-elle en marche? La crise du Covid et la guerre en Ukraine semblent être les accélérateurs d'un prochain reset monétaire international. Nouveau rebondissement dans l'affaire McKinsey. Le parquet national financier a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour blanchiment d'argent aggravé de fraude fiscale. De nouvelles législations repoussent les limites de l'avortement. De nombreuses voix s'élèvent face à ces dispositions. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluto. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est par ces mots que le père de la grande réinitialisation, Klaus Schwab, a décrit le monde de demain. Un monde où le capitalisme et la prise en compte de l'individu laisseront la place à un système entièrement globalisé qui supprimerait toute propriété individuelle. Dans un article du 3 juin 2020, Now is the time for a great reset, Klaus Schwab avait affirmé que pour obtenir un meilleur résultat, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Une sorte de nouvel ordre mondial en somme. D'ailleurs, en Occident, les opposants à cette grande réinitialisation constatent que depuis plusieurs mois, ces effets concrets se font sentir et certaines mesures proposées par M. Schwab sont devenues réalité. En effet, certains gouvernements ont profité de la crise du Covid pour établir, à marche forcée, de nouveaux outils de contrôle numérique des populations. De nombreuses économies du monde entier ont subi de plein fouet aussi cette déstabilisation. Il est vrai que de nombreuses entreprises ont déjà fait faillite, tandis que d'autres témoignent de grandes difficultés. Posons-nous une question simple. Cette épidémie de Covid a-t-elle posé les jalons d'une possible reconstruction durable de notre société? Serons-nous contraints de réinventer le capitalisme tel que nous le connaissons et ainsi établir un nouveau contrat social? Les professeurs de droit Gabriel Moens et Augusto Zimmermann confient au journal Epoch Times que ce processus va nécessiter le remplacement du système actuel de capitalisme actionnarial par un capitalisme participatif ou des parties prenantes. Ce capitalisme participatif défend l'idée que les entreprises doivent servir le bonheur et le confort de toutes les parties prenantes, de tous les membres de la société. À ce titre, lors d'une conférence en novembre dernier sur le Great Reset, Michael Rechtenwald, directeur académique d'American Scholars, a expliqué que ce processus représente le développement du système chinois en Occident, mais en sens inverse. Là, c'est intéressant. Nous nous dirigeons en somme vers un système politique à la chinoise, avec des monopoles et une intervention accrue de l'État dans l'économie, sans oublier bien sûr un contrôle accru de la population. Pour se conformer à ce qui est qualifié de justice sociale, les gouvernements, banques et gestionnaires d'actifs utilisent déjà l'indice environnemental, social et de gouvernance. Monsieur Rechtenwald explique que cet indice fait en sorte que la propriété et le contrôle de la production échappent à ceux qui ne se réveillent pas ou ne s'y conforment pas. Pouvons-nous y voir là une sorte de crédit social à la chinoise? Rétrospectivement, la cancel culture, le politiquement correct, les mouvements du type Black Lives Matter sont autant de tendances sociales qui visent à favoriser justement le Great Reset. Pour certains éditorialistes experts, l'Occident se serait tiré une balle dans la tête avec les sanctions imposées à la Russie. Son exclusion du système bancaire SWIFT ne fera qu'inciter des rivaux géopolitiques, comme la Chine, à accélérer le processus de dédollarisation. Marc-Gabriel Draghi, auteur du livre Le Grand Reset en marche, confie que nous assistons au démantèlement du système financier organisé autour du dollar. Il y a une prochaine réinitialisation monétaire internationale, avec un risque à court terme d'un effondrement énergétique et alimentaire provoqué par ceux qui nous dirigent. Pour Michael Rechtenwald, il perçoit cette grande réinitialisation comme finalement un grand recul. Optimiste, il prédit qu'elle échouera car ses objectifs dépendent de l'oblitération non seulement des marchés libres, mais aussi de la liberté individuelle et du libre arbitre. Et cela, conclut-il, seulement si nous la combattons de toutes nos forces.
En pleine élection, l'affaire McKinsey prend la forme d'une bombe à fragmentation. Le rapport des membres du Sénat Éliane Assassi et Arnaud Bazin du 16 mars dénonçant en détail le recours à plusieurs cabinets de conseil par le gouvernement a franchi une étape de non-retour. Le parquet national financier a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour blanchiment d'argent aggravé de fraude fiscale. En effet, nous découvrons qu'en 2021, près d'1 milliard d'euros ont été dépensés pour des missions sur la stratégie vaccinale, l'éducation ou encore la réforme des retraites. Madame Assassi a constaté que les administrations elles-mêmes n'étaient pas au courant et pointe la logique d'un système qui se cache derrière ces attributions d'enquête. Facteur aggravant, la société McKinsey, qui est bien présente au sein du gouvernement, n'a payé aucun impôt en France depuis 10 ans. Régis de Castelnau, auteur du livre Justice politique, explique sur TV Liberté que 68 missions ont été commandées par le gouvernement. Ce qui l'interpelle, ce sont les incohérences de procédure dans les appels d'offres publics. Car, pour qu'une entreprise puisse y prétendre, elle doit présenter sa situation fiscale sur 3 ans. Et il est inimaginable qu'une société ayant payé 0 € d'impôt soit éligible. Selon lui, entendre que Bercy n'était pas au courant n'est pas recevable. André Berkoff évoque de son côté la malhonnêteté du gouvernement qui n'a pas réagi avec 424 000 € de dépensés pour un audit des enseignants, qui d'ailleurs n'a jamais eu lieu. Il suspecte un possible retour de financement de la campagne de Macron en 2017 par certains membres de McKinsey. D'autant que M. de Castelnau nous brosse le portrait d'une vendetta judiciaire de la magistrature financière, comme une puissance politique à elle seule. Florian Philippot s'érige d'apprendre que McKinsey et d'autres consultants étaient présents lors des conseils de défense pour donner leurs directives pendant la crise sanitaire. Mathieu Aron, directeur de rédaction à France Inter, affirme que pendant 15 ans, les cabinets de conseil ont été ultra présents pour la réorganisation des hôpitaux et ont participé à la réduction du nombre de lits. Il explique qu'ils sont présents dans le monde entier au niveau de l'éducation, des grandes écoles et même des armées. De son côté, le député François-Michel Lambert, qui a quitté le groupe LRM il y a 1 an, affirme qu'il n'avait plus la main sur les débats. Pour lui, le problème est qu'il y a un cabinet noir d'une vingtaine de technocrates qui ne sont pas élus et qui décident de tout, qui nous donnent des fiches, nous disent que c'est ça et qu'il n'y a pas à discuter. Si nous nous penchons un peu sur le réseau d'influence, nous pouvons constater que ses ramifications sont relativement étendues. Le trombinoscope de McKinsey France dévoile un réseau de connivence familiale, professionnelle avec le président. On voit aussi une candidate à la présidence, un ex-président, la présidente de la Commission européenne et des organes de notre gouvernement. On trouve aussi des liens avec l'ONU, Bill et Melinda Gates, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, sans oublier le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Côté États-Unis, le sénateur Marco Rubio dénonce le cabinet de consultants dans son implication avec le Parti communiste chinois, dans son projet Initiative Ceinture et Route de la Soie, n'hésitant pas à se réunir tout près des camps d'internement des Ouïghours. McKinsey travaille aussi pour le Forum économique mondial. Tiens, encore lui. En effet, avec ses 30 000 employés répartis dans 65 pays, le cabinet ausculte la planète au peigne fin pour dégager des opportunités financières d'investissement pour le secteur privé. Nous pouvons retrouver également des grands thèmes comme les vaccins ou le changement climatique. À n'en pas douter, les dernières révélations risquent d'avoir un impact sur la campagne d'Emmanuel Macron et sur les Français qui se sont étonnés que les grandes décisions de leur pays soient déléguées à des sociétés extérieures privées. Évoquons ensemble un sujet qui divise les peuples du monde entier. Je veux parler de l'avortement et des récentes polémiques à son sujet. Pour commencer, le 6 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport intitulé « Nouvelle ligne directrice sur l'avortement ». Ce document de 210 pages appelle notamment les gouvernements à supprimer la limite de temps légal pour l'avortement. Rappelons qu'en France, le 2 mars dernier, le droit à l'IVG pour des raisons sociales vient de passer de 12 à 14 semaines de grossesse. Passé ce délai, seuls
de graves troubles psychiques ou encore un grave danger pour la mère peuvent autoriser une interruption médicale de grossesse jusqu'au terme. Mais le rapport de l'OMS demande une suppression totale de la limite de temps pour l'avortement, ce qui n'a pas manqué de créer une polémique entre les pros et les anti-avortements. Mais nous y reviendrons plus tard. Commençons par préciser les autres points importants du rapport et les arguments en leur faveur. À commencer par la volonté d'autoriser l'avortement en toutes circonstances, jusqu'à la naissance de l'enfant. Certains cas pourraient être exclus, comme la volonté d'avorter, car l'enfant n'est pas du sexe voulu. Mais concrètement, moins il y a de réglementation, plus il pourrait être facile de contourner celles déjà existantes. Une autre recommandation est de ne plus devoir demander l'approbation d'un médecin ou d'une infirmière pour interrompre sa grossesse. Vient ensuite le fait d'établir des systèmes de pilules par la poste, afin que les femmes puissent recevoir des médicaments abortifs après une consultation téléphonique. Et finalement, le dernier point majeur est de réduire le droit des médecins à refuser de participer à des avortements pour des raisons de conscience. Cette dernière demande est d'ailleurs celle qui porterait atteinte à la liberté individuelle du soignant, car la liberté de conscience est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, pour quelles raisons l'OMS en est-elle venue à proposer des mesures qui changeraient les lois d'une manière aussi radicale? Premièrement, rappelons que dans de nombreux pays, les femmes ont un accès limité à l'avortement, ce qui conduit à des tentatives d'auto-avortement ou encore des avortements réalisés par des tiers mais sans matériel et hygiène nécessaire. Selon les mots du rapport, l'élimination des obstacles politiques inutiles facilite l'accès à l'avortement sécurisé, car plus de 3 pays sur 4 prévoient des sanctions juridiques en cas d'avortement. Des sanctions qui peuvent aller jusqu'à de longues peines de prison ou de lourdes amendes pour les personnes qui pratiquent ou participent à l'intervention. Nous avons donc parlé des arguments avancés par l'OMS, mais un autre aspect entre en jeu. À part le droit des femmes à pratiquer l'avortement, il y a un autre droit, celui des enfants. La question qui fait débat, depuis que les IVG sont encadrés par des lois, est de savoir à quel moment le fœtus est une personne à part entière. Selon l'OMS, la réponse semble être à la naissance. Certains d'entre vous trouveront peut-être que les recommandations de ce rapport sont exagérées. Eh bien, ce n'est pas tout. Un récent projet de loi dans le Maryland aux États-Unis propose implicitement de légaliser l'infanticide. Le projet de loi proposé début février par le démocrate William Smith demande d'interdire les enquêtes et les sanctions légales concernant l'avortement à tout moment de la grossesse. Mais ce qui fait le plus débat dans ce projet de loi est qu'il inclut la période périnatale. Période qui s'étend, selon les interprétations, de la 24e semaine de grossesse jusqu'à 7, voire 28 jours après la naissance. Donc, si quiconque met fin à la vie du fœtus, aucune sanction ou enquête ne pourrait être menée. Même chose si le nouveau-né meurt par négligence pendant la période périnatale. En Californie, un autre projet de loi similaire proposé aussi en février dernier est en cours. Ce projet de loi numéro 2223 ferait qu'une mère serait à l'abri des poursuites civiles et pénales pour toute action ou omission liée à sa grossesse, incluant aussi cette fameuse période périnatale. Choqué par cette proposition, Jonathan Keller, président du California Family Council, a déclaré « Une culture politique qui justifie de tuer des millions d'enfants dans l'utérus déclare maintenant la chasse aux nouveau-nés non désirés. Chaque Californien doit s'opposer à ce projet de loi odieux. » L'homme légifère toujours plus loin pour cadrer et maîtriser son environnement. Ne doit-il pas au contraire recourir à la voie de la conscience et l'élever par ses actes et ses pensées pour répondre justement à ce genre de problématiques? Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.